Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est des pranks. Des pranks? Salut tout le monde, c'est Adrien, comment ça va? Moi ça va très bien, merci. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. On va faire des pranks dans la rue, on va aller voir des policiers, on va leur demander s'ils aiment bien le poulet. Alors on va voir. Ouais, des pranks. Nope. Non, parce que tes analyses et ce que j'en pense de l'autre débile là, ça nous rapporte pas des masses de YouTube monnaie. Tu me fatigues. Mais non, mais c'est vrai, faut dire ce qui est. On est invisible sur YouTube. On n'a qu'à copier d'autres vidéastes au pire. J'ai cru comprendre que c'était fréquent. Bon, cette émission copie déjà les codes de l'équipe de Chroma, alors bon... Oui, c'est pas faux. Une collab alors? Enfin les gars, on a l'évidence quoi. Qui c'est qui accepterait d'être dans une de vos vidéos quoi? Ouais, il a pas tort. Non mais de toute façon, il est hors de question que je fasse un autre truc. Le monde du fan-film, c'est super intéressant, et c'est ce qui me passionne. Et puis y a personne que je connaisse qui fasse des trucs comme ça. Très bien. Et je suppose que l'intro de la 5ème fananalyse arrive dès la fin de ma phrase. You don't know the power of the dark side. Hey, watch out! You're a wizard, Harry. I am no man. For Frodo. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Bitman on dirait... Non, mais on va partir sur un format plus basique. Ok, très bien. Si tu veux pas progresser dans le YouTube game, c'est ton problème, libre à toi. Sur internet, dans le domaine des fan-films, il y a la plupart du temps 3 thèmes qui reviennent en boucle et qui sont pour le coup beaucoup plus populaires que les autres. Il y a les fan-films sur Star Wars, les fan-films sur Harry Potter et les fan-films sur les super-héros. Sujet dangereux. Les gens vont se battre dans les commentaires pour savoir qui, de Marvel ou DC, est le meilleur. Très bonne idée. Continue donc. Et pour cause, les super-héros sont super à la mode depuis plus d'une décennie, avec des films à gros budget comme Spider-Man de Raimi, X-Men de Singer ou encore Batman Begins de Nolan qui ont lancé la hype dans les salles obscures lors de ces dernières années. Malgré tout, je crois que pour beaucoup de gens de ma génération, on a commencé à être hypé par les justiciers dès notre plus tendre enfance en regardant les dessins animés à la télé. Par contre, si j'ai été bercé, comme bon nombre d'entre nous, par les dessins animés à la fin des années 90 et au début des années 2000, vous vous doutez bien que les justiciers masqués datent de carrément plus longtemps. Bien qu'on pourrait qualifier Sherlock Holmes de vigilante de son époque, ou même Zorro des années après, les super-héros sont véritablement arrivés au XXe siècle, dans les années 30, sur le support qui est presque emblématique de ces super-héros, les comic books. En revanche, est-ce que vous savez qui est le tout premier super-héros? Wait, mec. Tu t'attends vraiment à ce qu'ils te répondent? T'es pas dans Dora l'exploratrice, hein? Bref, beaucoup de gens pensent généralement à un Superman, Batman ou peut-être même à Captain America pour jouer le rôle de celui qui était là avant. Eh bien, sachez que ce titre revient à... Mandrake le magicien. Et oui les amis, c'est en juin 1934 qu'est apparu le premier comic book de super-héros écrit par Lee Falk. Alors bon, il est certes moins connu que ceux qui ont suivi, et surtout différent par rapport aux standards actuels, mais ce gars avec son costard et son haut de forme est celui qui se rapproche le plus de ce qu'on pourrait vraiment qualifier de premier super-héros au sens où on l'entend aujourd'hui. Du moins, c'est ce que beaucoup d'historiens des comic books disent aujourd'hui. Monsieur cite des historiens. Ouais, et monsieur te dit aussi d'aller gentiment te faire voir. Mais c'est vraiment qu'à partir de l'an 1938 que débute l'âge d'or des comics, qui se terminera en 1954. L'âge d'or des comics, c'est entre autres la période où la plupart des super-héros qu'on connaît aujourd'hui ont été inventés, en commençant par The Superman, qui a fait sa première apparition dans un Action Comics en juin 38. C'est un papy Clark Kent en fait. Il a dû coûter vachement cher en lunettes et en chemise depuis le début de sa carrière. Oh merde, c'est la 5e paire cette semaine! À l'époque, et cela pendant la décennie qui va suivi, les comic books avaient un rôle très important à jouer dans la Seconde Guerre mondiale. Les soldats emmenaient au front des Captain America pour les motiver à désinguer du nazi par exemple, pour leur permettre de se donner du courage. Lire ces bandes dessinées leur provoquait alors des élans de patriotisme, et ils s'identifiaient donc pour beaucoup à leurs super-héros préférés, leur donnant envie de se battre pour leur patrie. Et donc les comic books à l'époque, notamment ceux de super-héros, agissaient plus ou moins comme un outil de propagande, tout ce qu'il y a de plus normal. À supposer que la propagande soit quelque chose de normal, ce qui n'est définitivement pas le cas. Non, bien sûr que non. La motivation, c'est sans conteste un rôle plus ou moins important des super-héros.
notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ce fait d'utiliser des personnages fictifs pour influencer la vraie vie, comme s'il existait une fausse vie, sérieux, n'est pas nouveau, et l'on peut très nettement considérer les figures mythologiques comme les premiers super-héros de l'histoire avec un grand H. Les Troyens combattaient alors sous l'égide d'Apollon, les Spartiates étaient défendus au combat par Arès, certains Vikings tués pour la gloire d'Odin, et j'en passe. Ça ressemble quand même vachement aux figures mythologiques, hein, des personnages fictifs créés de toutes pièces avec des pouvoirs magiques un peu spéciaux qui étaient censés donner du courage aux soldats pendant la guerre, vous trouvez pas? Et ils vont toujours pas te répondre, hein. C'est d'ailleurs pas une coïncidence si on a autant de super-héros qui sont liés de près ou de loin en mythologie. Wonder Woman, Thor, Aquaman, ils sont tous tirés d'univers fictifs mythiques. Certains spécialistes iront d'ailleurs jusqu'à dire que les fictions de super-héros sont comme notre mythologie actuelle, ce qui est d'un point de vue, force est de constater, loin d'être débile. Heureusement, après la Seconde Guerre mondiale, outre la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, le monde est plus en paix qu'avant. Ainsi, les super-héros prennent alors une place beaucoup plus plaisante. Les super-héros arrêtent alors de castagner des fachos afin de devenir plus proches de nous, de ce qui se passe dans nos vies quotidiennes. Ils vont ainsi élucider des crimes à Gotham City, même si en l'occurrence Batman le faisait déjà pendant la guerre, ou vont tout simplement être des photographes comme Spider-Man. Pour vous donner une idée du contexte, essayez de vous imaginer que les discours de motivation de Thibaut InShape se transformaient en podcast sur les profs l'année suivante. Ouais, pour le coup c'est l'idée, même si c'était quand même pas mal différent, ça s'est fait de manière beaucoup plus progressive. Iron Man, qui est arrivé dans les années 60 par exemple, était à la base là pour critiquer les communistes, et cela en plein contexte de guerre froide. Mais la propagande laisse de plus en plus la place à des récits de science-fiction, /aventure, /fantastique, tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. C'est devenu beaucoup moins politisé qu'avant, même si selon moi, toute œuvre est politisée, ce qui est d'ailleurs une bonne chose. Eh mais j'y pense, est-ce que Boosman c'est un super-héros du coup? Ça c'est une bonne question ça. Mais il est où d'ailleurs ce con? Aucune idée. Actuellement, que ce soit Marvel ou DC, je peux vous affirmer, sans trop mouiller, que vous qui regardez cette vidéo, bah déjà merci, c'est sympa, vous appréciez plus ou moins les super-héros. Moi j'aime pas. Toi tu regardes pas nos vidéos. Ah ouais c'est vrai. Comme je vous ai dit juste avant, des fan-films de super-héros sur internet, il y en a un paquet. Et autant dire qu'au niveau est variable, mais beaucoup sont des pépites en leur genre. Alors que d'autres sont clairement nuls à chier. L'univers de la production française DC Shorts est selon moi un parfait exemple de ce qui peut se faire de mieux en termes de fan-films de super-héros, notamment en France. Mais on voit également mûrir chaque semaine sur YouTube tout un tas de projets vraiment sympas sur le thème, qui ne méritent que d'être regardés. Batgirl, Wonder Woman, Spider-Man, il y en a pour tous les goûts, et c'est très appréciable de voir arriver toute cette diversité chaque semaine. Aujourd'hui je me suis dit, Fuck it, ils auront pas de fan-film d'analyser dans Fananalyse. Espèce de gros flemmard de merde. C'était déjà le cas la dernière fois. Ils auront une fan-série. Ah. sur un héros un peu trop méconnu du grand public à mon goût. Notamment peut-être du fait qu'il n'ait jamais eu d'adaptation filmique pour lui. J'ai nommé Nightwing. Cette espèce d'émo gothique là, l'ancien Robin de Batman? Ok, pause. J'en ai plus qu'assez de voir Nightwing et les différents Robins moqués à longueur de temps sur internet. Ils ont chacun une personnalité propre à eux, et sont tous d'incroyables prodiges en leur genre. Et rien que pour Dick Grayson, le premier Robin qui deviendra Nightwing de nombreuses années plus tard, son histoire avec Bruce Wayne est passionnante, et surtout bourrée de sens. En fait, je disais surtout ça parce qu'il a un costume de merde, Robin. Ouais, c'est pas faux. Pourtant, celui de Tim Drake de la saga Arkham est vraiment stylé. Nightwing The Series de la chaîne Ismahawk est une mini-série de 5 épisodes durant pas loin de 10 minutes chacun. Vous pouvez naturellement trouver dans la description de la vidéo la playlist de la série ainsi que dans la barre d'infos qui s'affiche juste en haut à droite de ma tête. Allez y jeter un œil, on se retrouve pour un débrief juste après. Donc, la fin de série commence avec un Deathstroke qui tue tout un tas de cascadeurs sans aucune pitié et coupe la tête d'un chauve. Juste après, il lui dit It's Deathstroke now. Mais ça sert à rien, il n'entend pas car il est mort. Ensuite, on voit Dick Grayson dans son appart qui enquête et décide de casser des doigts à des clochards. Le deuxième épisode prend place à Gotham City, des années avant, où l'on voit Dick en Robin qui dragouille avec la fille du commissaire Barbara. Batman les empêche de s'embrasser en disant qu'il a besoin de lui, et donc il file et Barbara se fait tirer dessus par le Joker. Le point Killing Joke est officiellement atteint. Dick Grayson en veut à Bruce car elle est morte et à cause de lui, et décide de quitter la team en laissant à Jason Todd le costume de Robin.
Mais bon, en fait, elle était pas morte, Barbara. Elle s'incruste en fauteuil roulant chez lui à la fin de l'épisode 3. Copieuse. Et alors elle lui dit que c'est dangereux et tente de le retenir, mais il s'emballe et fonce dans une boîte de nuit où il se fait défoncer la tronche sur un remix techno de Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Non, je déconne, mais ça aurait été grave sympa. Heureusement, une mystérieuse force te sauve et Nightwing se slash TP dans un lit où Bruce Wayne lui dit de faire attention à lui et lui donne des cookies d'Alfred. Mais encore une fois, il s'emballe et est juste un peu deck que Jason, le nouveau Robin, se soit fait buter par le Joker. Il retourne chez lui où lui et Barbara, ou Oracle maintenant, s'intéressent à la vie de Slade Wilson, la véritable identité de Deathstroke. Et découvre que c'est juste un ancien soldat de l'armée ayant subi quelques mutations génétiques. Pas de temps à perdre. Nightwing saute du toit et nous offre un plan genre magnifique de ouf. Sur un fond de remix techno de Never... Ok, j'arrête. Nightwing arrive et casse la gueule à des méchants et esquive des balles de Deathstroke en mode danse contemporaine allemande. Ils font la bagarre et Slade se fait capturer, mais se prend une bastos qui vient d'un toit et dit qu'il retrouve son mystérieux sauveur. Il lui explique alors qu'il n'avait pas besoin de tuer Wilson. Et il lui dit qu'il s'en balèque et qu'il a bien fait de le buter, puis il enlève son masque et... Oh, c'est Jason Todd, qui en fait n'était pas mort. Mais y a jamais personne qui crève dans cette série? Ils se disputent, Jason qui est devenu Red Hood en veut à Bruce et Dick de ne pas être venu le sauver, et dit à Nightwing de ne pas venir l'emmerder. Il saute du toit en mode vénère, Dick dit à Oracle... He's alive. Et c'est la fin de la série. Calme-toi, reprends ton souffle. On va pas y passer par 4 chemins, j'adore cette série. T'adores tout toi de toute façon. Sauf ta gueule de con. Le personnage principal est attachant, les costumes sont chouettes, les personnages sont bien écrits, les combats sont agréablement chorégraphiés, les musiques et l'atmosphère générale de la série sont réussies, le générique est sympa, il y a les cookies d'Alfred. Et malgré des incohérences scénaristiques évidentes, cette fan série est une réussite et surpasse beaucoup d'autres productions semi-professionnelles dans ce style. En fait c'est simple, j'aime les super-héros. Ah t'aimes qui tu veux hein. Je te jugerai pas par rapport à ça. Mais connard, je disais juste que j'aimais les fictions de super-héros, ses codes, ses archétypes. Je comprends ses défauts aussi, ses narrations, ses personnages. Cette série est tout simplement ce que l'on peut s'attendre à voir quand on se dit « Tiens, je me ferais bien un film de super-héros, moi ». Elle respecte, peut-être même de trop, les codes classiques des fictions super-héroïques. Et on va pas se mentir, on aime ça. Même si personnellement, je n'aime pas tellement les films du Marvel Cinematic Universe, j'avoue sans aucune honte qu'ils m'attirent un peu tous. On apprécie les fictions de super-héros pour une majeure partie d'entre nous. Si bien d'ailleurs que les studios de cinéma l'ont totalement compris et nous en gaffent toute l'année. Ce qui a d'ailleurs le don de m'énerver. Mais on ne peut pas nier qu'il y a dans ce genre filmique, vidéoludique, graphique, littéraire et j'en passe, quelque chose d'extrêmement attirant. Et cette série est tout autant attirante. Mais vous êtes-vous déjà posé la question simple de pourquoi on aime tant les super-héros? Les super-héros sont considérés par beaucoup de spécialistes comme étant les reflets de ce que l'on est au quotidien, de ce que l'on vit. Déjà, ils vivent dans le même monde que nous, ou presque. On fantasme d'ailleurs assez facilement à l'idée qu'un justicier masqué puisse être sur les toits de son immeuble pendant qu'on s'ennuie au bureau. Il y a une proximité entre eux et nous. Ils sont pour beaucoup normaux à l'origine, comme nous. Il y a aussi justement une proximité si forte que Peter Parker va lui aussi en chier pour payer son loyer. Ant-Man va lui aussi éprouver une tristesse immense face aux injustices de la vie. Et Dick Grayson, dans la série, va lui aussi devoir gérer sa vie amoureuse comme il peut, avec le dialogue qu'il a avec Barbara au début notamment. Ils ont chacun une part de normalité qui permettra une identification rapide et efficace de la part du spectateur. Par ailleurs, là où la science-fiction est hyper intéressante car elle permet de s'interroger sur un tas de trucs comme par exemple la problématique de la cohérence de notre société ou de notre monde par le biais d'un autre qui lui est imaginaire, je pense que les fictions de super-héros permettent de s'interroger sur nos conditions d'être humain en soi, sur ce que nous sommes, comment nous réagissons face aux problèmes et organisons nos possibles doubles vies. Une docteure en psychologie, Robin S. Rosenberg, ira même jusqu'à dire que les actes héroïques, des super-héros, tendent à influencer nos propres actes. Mais sa phrase, qui résume probablement le mieux du pourquoi du comment, est sans conteste la suivante. Les super-héros sont des modèles pour nous, mais ont été modelés selon nous. L'équipe de la série Nightwing s'est tout simplement approprié les codes pour faire une série de passionnés, hyper sympa avec de bons effets spéciaux et des personnages qui leur tenaient à cœur.
Et cela fonctionne. On voit bien que Nightwing a ses faiblesses, mais arrive à les surmonter malgré tout. On voit bien que Dick Grayson est torturé avec le sang qu'il a sur ses mains. Bon, même si en l'occurrence, personne n'est mort. On remarque bien qu'il souffre comme on souffrirait à sa place. Comme lorsqu'il se dispute avec Bruce, son père adoptif. Mais il repart malgré tout de l'avant. On voit bien qu'émotionnellement parlant, il n'est pas si différent de nous, simples gens de tous les jours que nous sommes. Mais il surmonte ses problèmes comme on le ferait, en se motivant et en pensant à des jours meilleurs. Et en ayant beaucoup de chat aussi. Hein. C'est ça qui est beau. Un coup de pouce quand ça ne va pas ne fait jamais de mal et peut nous remotiver à avancer. Ça peut venir de personnes qu'on aime, mais ça peut aussi venir de fiction, avec pourquoi pas des fictions de super-héros. Voir des enfants malades avec des sourires énormes dans des hôpitaux suite à une visite du Chevalier Noir, c'est magnifique en vrai et ça illustre complètement mon propos. Mais l'art de manière générale, et j'entends par là un travail issu d'une quelconque maturation artistique, a ses vertus et influe sur notre comportement. C'est pas pour rien si on entend de plus en plus parler des bienfaits de l'art-thérapie dans les travaux en psychologie. L'art peut nous faire ressentir des sensations, nous aide à avancer, nous fait douter, nous fait comprendre. L'art nous encourage, parfois pour de mauvaises fins quand il s'agit de combattre, notamment avec la propagande, mais parfois pour de bonnes lorsqu'il s'agit de survivre, de ne pas baisser les bras et aller de l'avant, tout simplement. Waouh, même moi je trouve que c'est carrément beau ce que tu dis. Sérieux? Ouais, en vrai, c'est top. Hein. Non. Connard. Pour le coup, on a toujours parlé de notre problème d'invisibilité sur YouTube, nous. Ton problème. Puis bon, cette vidéo dure carrément longtemps déjà. Les gens vont pas cliquer sur une vidéo de cette longueur. On remarque, l'avantage c'est qu'on peut mettre masse de pubs. Puis ça aura au moins eu le mérite de vous faire perdre votre temps. Et en plus, t'es méchant avec les viewers. T'es vraiment le pire gars qui soit. Moi, je me casse d'ici. Et ben voilà. On est bien ici. Bonnes vacances à tous. Non, 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 non. Enlève-moi ce fond vert, on repart au boulot. Oh, fais chier. Merci à tous et à toutes d'avoir visionné ce 5e épisode de Fananalyse qui est terminé et qui est, je crois, un peu plus long que les autres. Ça a été un épisode beaucoup plus éprouvant à faire que les autres. Je vais pas vous mentir, mais malgré tout, il est fait. Et j'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, merci à Is Not A Life, encore une fois, de m'avoir composé la musique de l'intro, que vous avez pu entendre lors de la petite intro, justement. Et merci également à mon cher ami Axodo, qui a apprécié de faire un petit caméo dans ma vidéo. Donc vous pouvez retrouver sa chaîne Twitch et YouTube dans la description de la vidéo. Allez vous abonner, c'est un speedrunner français qui est absolument incroyable. Allez voir, il est vraiment top. Et également merci aux personnes habituelles, à T-Link et également à mon cousin Antoine, sans qui cette vidéo ne serait pas pareille, avec qui on a bien rigolé pour le tournage. Et également merci à vous, je pense, d'avoir visionné cette vidéo. Et n'hésitez pas bien évidemment à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et oui, sachez-le, c'est important. De même que les pouces bleus, partager, tout ça. Enfin, vous connaissez le topo, si vous aimez bien, montrez-le moi et ça me ferait vraiment plaisir. Quoi qu'il en soit, merci à tous. Encore une fois, j'ai beaucoup dit merci pendant cette petite minute de remerciements. En même temps, c'est un peu le principe. Abonnez-vous, à bientôt!